C'était un matin d'octobre 1997, dans les rues tranquilles de Villeurbanne, à quelques kilomètres de Lyon. Lucas Moreau, un garçon de 9 ans, venait de quitter son immeuble en tenant fermement la main de sa mère. Il portait son manteau vert préféré, un pantalon de velours brun et son cartable usé rempli de cahiers et de dessins. Il adorait l'école Jean Jaurès. Tous les jours, il faisait le même trajet, saluant la boulangère au coin de la rue, pressant le pas pour arriver à l'heure et ne pas manquer la récréation. Ce jour-là, tout semblait normal. Il avait dit au revoir à sa mère, avait passé la grille de l'école avec son sourire timide. Et c'est la dernière fois que quelqu'un l'a vu. L'après-midi, à 16h30, Isabelle, sa mère, vint le chercher comme d'habitude. Mais Lucas ne sortit pas avec les autres enfants. Personne ne savait où il était passé. Les enseignants pensaient qu'il était absent, mais aucun appel n'avait été fait à la maison. Le directeur fut alerté. Très vite, l'école fut fouillée, les salles passées en revue, mais aucune trace. Ni Lucas, ni ses affaires. Il s'était littéralement volatilisé, en pleine journée, dans un lieu censé être sûr. Ce fut le début d'un cauchemar pour la famille Moreau. Les jours passèrent, les affiches furent collées sur les murs de la ville, et pourtant, aucune piste, aucun témoin. Rien, juste un silence pesant et une mère qui refusait d'abandonner. Mais avant qu'on continue cette histoire bouleversante, dis-moi dans les commentaires, de quel pays et de quelle ville tu regardes cette vidéo? Ta réponse m'aide beaucoup à faire connaître ces histoires au plus de monde possible. Dans les semaines qui suivirent, Villeurbanne entra dans un état de stupeur silencieuse. La disparition de Lucas devint rapidement un sujet quotidien dans les cafés, les marchés, les écoles voisines. Chaque mère regardait désormais son enfant un peu plus longtemps avant qu'il ne franchisse la grille. Isabelle, elle, ne dormait plus. Chaque matin, elle refaisait le chemin entre l'immeuble et l'école, comme si une réponse invisible pouvait surgir au détour d'un trottoir. Elle parlait aux passants, collait elle-même les affiches de son fils sur les poteaux électriques, les vitrines, les arrêts de bus. On y voyait le sourire discret de Lucas, son pull bleu, et cette phrase simple mais coupante. « Avez-vous vu ce garçon ?» La police continua d'enquêter, mais aucune piste solide n'émergea. Il n'y avait pas de témoins, pas de bruit suspect, pas de signalement d'un véhicule étrange. Rien. Un jour, un voisin crut l'avoir vu dans un parc, mais ce fut une fausse alerte. Quelques mois plus tard, une lettre anonyme arriva au commissariat, prétendant savoir ce qu'il était advenu de Lucas. Mais elle se révéla être l'œuvre cruelle d'un mythomane. Chaque faux espoir enfonçait un peu plus Isabelle dans l'abîme. Et pourtant, elle ne cessa jamais de chercher. Elle garda la chambre de Lucas intacte, les draps pliés, ses livres d'histoire préférés empilés sur la table de chevet, et son cartable rangé au-dessus de l'armoire, inaccessible. Les années passèrent. Beaucoup oublièrent. Pas Isabelle. Elle refusait d'être cette mère dont le chagrin disparaît avec le temps. Elle refusait d'accepter l'oubli comme seule fin. Puis, 8 ans plus tard, alors qu'elle faisait du tri dans la cave de l'immeuble, elle retrouva ce fameux cartable. Celui qu'on pensait perdu à jamais. Le cuir était poussiéreux, jauni, mais intact. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes, et ce qu'elle trouva à l'intérieur allait remettre en question tout ce qu'on croyait savoir sur la disparition de Lucas. Le cartable était resté fermé pendant 8 longues années, comme figé dans le temps. À l'intérieur, Isabelle trouva d'abord ce qu'elle s'attendait à voir. Une trousse déchirée, des stylos secs, quelques feuilles de devoirs froissées, et un petit carnet à spirale où Lucas griffonnait souvent des dessins de dinosaures. Mais ce n'est pas cela qui la glaça. Non, ce fut une enveloppe pliée en 4, coincée au fond d'une poche latérale. Son nom y était écrit, d'une écriture maladroite mais reconnaissable entre mille, pour maman. Elle resta figée un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une seule feuille, jaunie par le temps, et un message écrit au crayon, tremblant mais clair. « Si je ne reviens pas, c'est parce qu'il m'a dit de ne rien dire. » Le souffle d'Isabelle se coupa net. Son cœur tambourinait dans sa poitrine comme s'il allait exploser.
Elle relut le mot au moins 10 fois, espérant y voir autre chose, une explication rationnelle. Mais non. Chaque mot résonnait comme une révélation brutale. Ce n'était pas une fugue. Ce n'était pas un accident. Lucas avait été menacé, manipulé. Et quelque part dans son innocence, il avait compris qu'il était en danger. Il avait écrit à sa mère, mais personne n'avait jamais vu ce mot, jusqu'à aujourd'hui. Isabelle s'effondra sur le sol, le papier dans les mains, et comprit qu'elle tenait enfin une vérité. Ce message, simple et déchirant, allait tout changer. Elle remonta précipitamment chez elle avec le cartable et alla voir les autorités dès le lendemain. Mais après 8 ans, les policiers n'avaient ni plus les ressources ni l'énergie de rouvrir une enquête classée. Isabelle se retrouva à nouveau seule, avec cette lettre comme seule arme. Elle la fit analyser, comparer l'écriture, la dater. Tout confirmait que Lucas l'avait bien écrite en 1997. Alors elle décida de faire ce que toute mère ferait. Elle reprit l'enquête elle-même. Et cette fois, elle allait aller jusqu'au bout. Car quelqu'un, quelque part, savait ce qui était arrivé à Lucas, et elle était prête à tout pour découvrir qui. Pendant les semaines qui suivirent, Isabelle se plongea dans les moindres détails. Elle relut tous les anciens rapports qu'elle avait pu obtenir de la gendarmerie, recolla les morceaux de chaque témoignage oublié, recontacta les anciens enseignants, surveillants, élèves, même ceux qui avaient déménagé. Elle se mit à consigner toutes les incohérences dans un carnet, avec des dates, des lieux, des noms. Et c'est ainsi qu'un détail revint, un détail que personne n'avait pris au sérieux en 1997. Un garçon de la classe de Lucas, Julien P., avait dit à l'époque avoir vu Lucas parler à un homme près de la grille arrière de l'école. À l'époque, cela avait été classé comme imprécis par les enquêteurs. Mais aujourd'hui, avec cette lettre, tout prenait un autre sens. Isabelle retrouva Julien, devenu adulte, père de famille, vivant à Dijon. Lorsqu'elle lui montra une photo de l'école, il pointa sans hésiter l'endroit exact. Il se souvenait même que l'homme portait un manteau beige et qu'il avait les cheveux gris. « Je n'y avais plus pensé depuis des années », dit-il, troublé. Isabelle, elle, en fut convaincue. Cet homme existait. Et si Lucas avait laissé un message, c'est qu'il savait que cet homme représentait un danger. Dès lors, Isabelle retourna à Villeurbanne et interrogea d'anciens voisins. Un nom revint plusieurs fois, Monsieur H., un retraité discret, qui vivait à 2 pâtés de maison de l'école à l'époque. Il aidait parfois à surveiller les passages piétons devant l'établissement. Bénévole, poli, toujours là. Il avait déménagé en 1999, après la disparition. Elle chercha son adresse actuelle et finit par la retrouver grâce à un ancien registre communal. L'homme vivait désormais dans un village isolé, près de Grenoble. Isabelle hésita plusieurs jours avant de s'y rendre. Et finalement, par un matin froid de novembre, elle prit le train avec le cartable de Lucas sous le bras et se présenta devant la petite maison en pierre. L'homme ouvrit. Il était vieux, courbé, mais ses yeux étaient ceux qu'elle ne pouvait pas oublier. Il la reconnut. Un silence épais s'installa. Isabelle sortit lentement la lettre de son sac et la lui tendit. Il ne dit rien. Mais il pâlit, recula, puis referma brutalement la porte. Ce geste, ce silence, cette peur, c'était la première preuve vivante qu'elle touchait à quelque chose de réel. Elle n'avait pas de mandat, pas de soutien policier, mais elle avait son instinct et une certitude. Cet homme savait quelque chose. Et cette fois, elle n'arrêterait pas. Car si Lucas avait trouvé la force, à 9 ans, d'écrire un appel à l'aide en cachette, alors elle devait avoir le courage de le faire entendre, même des années plus tard. Ce n'était plus une mère en deuil. C'était une mère en guerre contre l'oubli. Les jours suivants, Isabelle alerta les autorités locales de Grenoble. Elle expliqua sa découverte, raconta la réaction étrange de l'homme qu'elle soupçonnait depuis peu, et présenta la lettre de Lucas comme nouvel élément déclencheur. Mais comme tant de fois auparavant, elle se heurta à une indifférence glaciale. Sans preuve directe, sans aveu, sans trace concrète liant M. H à la disparition, il n'y avait rien de légalement exploitable. On lui recommanda poliment de ne pas tirer de conclusions hâtives,
et de laisser les professionnels faire leur travail. Mais Isabelle savait. Elle l'avait vu dans ses yeux. Ce regard fuyant, ce tremblement dans la main, cette peur refoulée. Elle ne pouvait pas l'expliquer par des mots ou des documents, mais au fond d'elle, c'était une certitude. Cet homme détenait une part de vérité. Alors elle décida de frapper à d'autres portes. Elle se rendit chez les anciens voisins de Monsieur H. et dans son ancien quartier à Villeurbanne. Elle leur montra la photo de Lucas. Un couple de retraités se souvint avoir vu l'homme parler avec des enfants, leur offrir parfois des bonbons. Rien d'alarmant à l'époque, mais aujourd'hui, cela résonnait différemment. Puis elle tomba sur une femme, ancienne secrétaire à l'école Jean Jaurès. Elle se souvenait très bien de Monsieur H. Il était venu un jour proposer ses services en tant que surveillant bénévole. Il avait insisté, voulait s'occuper des enfants pendant la récréation. L'école avait refusé, par mesure de précaution. Mais pendant plusieurs semaines, il rôda tout de même autour de l'établissement, saluant les élèves, discutant avec certains. Il disait qu'il s'ennuyait à la retraite, raconta-t-elle. Mais il me mettait mal à l'aise. Ce témoignage, Isabelle le fit enregistrer. Elle prit soin de tout noter, de garder des copies, de filmer ses démarches. Elle contacta même un journaliste indépendant à Lyon, spécialisé dans les affaires classées. Intrigué par sa ténacité, il accepta de la rencontrer. Ensemble, ils passèrent des jours à reconstituer la chronologie. Puis, un matin, le journaliste reçut un appel d'un ancien collègue. Il avait entendu parler d'un sac d'écolier retrouvé il y a quelques années, lors de travaux dans un ancien local communal. Et personne ne savait à qui il appartenait. Le sac avait été mis de côté, jamais réclamé. Il était rangé dans un dépôt municipal depuis tout ce temps. Isabelle se rendit immédiatement sur place. Et là, dans une boîte en carton poussiéreuse, elle le reconnut instantanément. C'était le second cartable de Lucas, celui qu'elle croyait perdu en même temps que lui. Ce sac contenait encore quelques affaires. Un livre d'histoire, une gomme en forme de tortue, et au fond, une petite clé rouillée, attachée à un ruban bleu. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. Une clé, comme un dernier indice, une énigme laissée en suspens. Pourquoi était-elle là? À quoi ouvrait-elle? Ce n'était plus une simple disparition. C'était un puzzle, et elle venait de trouver une pièce essentielle. Isabelle ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise à la table de la cuisine, la petite clé posée devant elle comme un secret vivant. Le ruban bleu était décoloré, effiloché sur les bords, mais la clé semblait encore fonctionnelle, malgré la rouille. Elle l'observa sous tous les angles, cherchant des initiales, un symbole, n'importe quoi qui pourrait la guider. Elle pensa à un coffre, une boîte à souvenirs, une serrure oubliée. Mais dans leur petit appartement de Villeurbanne, rien ne correspondait. Elle fouilla les armoires, les tiroirs, les cartons qu'elle n'avait pas ouverts depuis des années. Sans résultat. Alors, elle décida de revenir sur tous les endroits que Lucas aimait visiter. La bibliothèque municipale, le petit stade de foot, l'ancien cabanon de son père au fond du jardin de ses grands-parents. Mais aucune serrure ne répondait à cette clé. Ce ne fut que plusieurs jours plus tard, en feuilletant de vieilles photos de famille pour se calmer l'esprit, qu'un détail attira son attention. Sur l'une des images, Lucas posait à côté d'un petit meuble en bois dans sa chambre, un ancien coffre à jouets que son père lui avait construit. Un coffre qu'ils avaient rangé au grenier après la disparition, incapable de supporter sa vue. Le cœur battant, Isabelle monta dans le grenier. Le coffre était là, recouvert d'une bâche, oublié parmi d'autres souvenirs figés dans le temps. Elle s'agenouilla, inséra la clé dans la petite serrure rouillée et tourna. Le déclic fut sec. Le couvercle grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, les jouets de Lucas étaient soigneusement empilés. Un camion rouge, un dinosaure en plastique, une bande dessinée pliée. Mais en dessous, dissimulée sous une couverture, elle trouva une petite boîte métallique, fermée. À l'intérieur de cette boîte, 3 objets, une photo, un morceau de papier froissé et un ticket de cinéma daté de septembre 1997. La photo montrait Lucas, souriant, aux côtés d'un homme que sa mère ne connaissait pas.
L'image semblait avoir été prise dans un parc, en fin d'été. Lucas ne paraissait pas effrayé, mais il y avait dans ses yeux quelque chose d'étrange, d'absent. Le papier, quant à lui, contenait un dessin. Une maison, une voiture et une croix rouge marquée sur un arbre. Un message codé d'enfant, ou un avertissement. Isabelle, abasourdie, comprit que Lucas avait voulu laisser des indices. Il n'était peut-être pas prisonnier au sens propre, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi cette photo? Qui était cet homme? Et ce dessin, cette croix rouge, était-ce un lieu? Une carte? Une dernière tentative pour qu'un jour, sa mère découvre la vérité? Pour Isabelle, cela ne faisait aucun doute. Et cette fois, elle était prête à suivre chaque trace, chaque symbole. Car derrière ces objets, il y avait une voix, celle de son fils. Et cette voix refusait d'être oubliée. La photo entre les mains, Isabelle retourna voir le journaliste indépendant. Ensemble, ils l'examinèrent sous une lumière vive, analysant chaque recoin. L'homme aux côtés de Lucas portait une veste marron, une casquette et un léger sourire figé. L'arrière-plan montrait un banc, une vieille balançoire en métal et surtout un arbre épais marqué d'une entaille visible, comme un vieux repère. Ce détail éveilla immédiatement l'attention du journaliste. Grâce à des archives municipales, ils identifièrent le lieu comme étant un ancien parc désaffecté à Vaux-en-Velin, un endroit aujourd'hui en friche, mais autrefois très fréquenté par les familles du quartier. Isabelle y alla dès le lendemain, photo en main, son cœur battant à tout rompre. Arrivée sur place, elle retrouva facilement la balançoire, rouillée mais encore debout. L'arbre était là aussi, massif, imposant et marqué d'une étrange cicatrice, comme sur le dessin. En dessous, rien ne semblait particulier, jusqu'à ce qu'elle remarque que la terre à la base du tronc avait été récemment remuée. Tremblante, elle s'agenouilla, creusa doucement avec les mains et sentit très vite une résistance. C'était une boîte, métallique elle aussi, scellée par du ruban adhésif fané. Lorsqu'elle l'ouvrit, une odeur d'humidité lui monta au nez, et à l'intérieur, elle trouva un carnet. Un petit carnet rouge, couvert de dessins d'enfants, mais à l'intérieur, des mots. Des mots que Lucas avait écrits, dans une écriture tremblante mais reconnaissable. « Je veux rentrer. Il dit que je ne peux pas. Il dit que maman va oublier. » Ces phrases étaient des cris silencieux. Chaque page racontait un peu plus, qu'il avait été emmené, qu'on lui avait interdit de parler, qu'il dormait dans une pièce sans fenêtre, que l'homme le laissait parfois dessiner, parfois marcher dans un parc, mais jamais rentrer à la maison. Le nom de l'homme n'apparaissait pas. Juste lui. Toujours lui. Ce carnet était un trésor, mais aussi un cauchemar. Isabelle pleurait à chaudes larmes en lisant ces mots, mais pour la première fois depuis 8 ans, elle avait la preuve écrite que Lucas avait survécu à sa disparition, qu'il avait lutté pour qu'on le retrouve. Le journaliste, bouleversé, photographia chaque page. Ils contactèrent un avocat, puis retournèrent voir la police. Cette fois, l'accueil fut différent. Le carnet, la lettre, la photo, la clé, le sac retrouvé, tout cela formait une base solide pour rouvrir l'enquête. Un nouvel inspecteur fut nommé, et surtout, un profil psychologique de l'homme à la casquette fut établi. Des recherches dans les dossiers d'assistants scolaires, de bénévoles, de surveillants d'école, toutes les pistes furent réactivées. Et bientôt, un nom réapparut. Un homme ayant déjà été signalé dans les années 90 pour comportement suspect envers des enfants, mais jamais condamné. Henri L. Isabelle sentit son sang se glacer. C'était lui. Elle le savait. Et ce nom allait bientôt faire trembler bien plus de familles qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Henri L., ancien instituteur reconverti en bénévole associatif dans les années 90, avait quitté la région de Lyon en 1999, quelques mois seulement après la disparition de Lucas. Officiellement, il avait déménagé pour problèmes de santé, s'installant dans une maison isolée au cœur du Vercors. Aucun lien direct avec des enfants n'avait été établi depuis, et son dossier judiciaire était vide, faute de preuves concrètes à l'époque.
Mais aujourd'hui, face aux nouveaux éléments présentés par Isabelle, les enquêteurs commencèrent à recouper des témoignages oubliés, à retracer ses anciens engagements dans plusieurs écoles, centres de loisirs, colonies. Ce fut un travail minutieux, long, fastidieux. Mais peu à peu, une ligne temporelle se dessina, et ce qu'ils découvrirent choqua même les plus expérimentés. 3 autres enfants avaient disparu entre 1992 et 1998, dans des conditions similaires, à la sortie d'école, lors d'un déplacement scolaire ou en se rendant à une activité périscolaire. Aucune des affaires n'avait été reliée auparavant, car elles avaient eu lieu dans des départements différents, Isère, Drôme et Rhône. Mais un détail les liait. Henri L. avait été bénévole dans des établissements proches de ces lieux, à chaque période concernée. Ce fut un tournant. L'enquête changea de nature. On passa de la recherche d'un enfant disparu à une potentielle affaire de prédation en série. Le parquet de Lyon ouvrit une instruction officielle et une perquisition fut autorisée dans la maison d'Henri. Lorsque les gendarmes pénétrèrent dans la bâtisse froide et sombre, nichée entre 2 collines boisées, ils furent saisis par le silence oppressant. Tout était en ordre apparent, mais à l'étage, une porte restait fermée à clé. Après l'avoir forcée, ils découvrirent une pièce nue, aux murs insonorisés, avec un simple matelas au sol, une petite lampe de chevet et une boîte métallique identique à celle qu'Isabelle avait trouvée sous l'arbre. À l'intérieur, plusieurs objets d'enfants, un yo-yo, un dessin signé Mathieu, une chaussette et un autre carnet. Mais celui-ci ne portait pas le nom de Lucas. Les enquêteurs réalisèrent alors que cette pièce avait servi. À quoi exactement? Ils n'osaient y penser. Isabelle, lorsqu'elle apprit la nouvelle, ne put retenir ses larmes. C'était une confirmation douloureuse, mais aussi une victoire après des années de silence. Son fils avait été là. Il avait survécu. Il avait tenu bon, espéré et laissé des traces. Et maintenant, grâce à sa force et à la détermination de sa mère, la vérité commençait enfin à émerger des ténèbres. Ce n'était plus une simple disparition. C'était un combat pour la justice, et elle était loin d'être terminée. Les semaines suivantes furent un mélange de soulagement et d'angoisse pour Isabelle. D'un côté, la réouverture officielle du dossier et l'implication des autorités donnaient enfin du poids à ces 8 années de combat solitaire. De l'autre, chaque nouvel indice retrouvé dans la maison d'Henri L. révélait une noirceur plus grande encore. Le second carnet, analysé minutieusement par les experts, contenait le récit d'un autre enfant. Ces mots, simples mais déchirants, racontaient une histoire différente mais étrangement familière. L'enfermement, la peur, le silence imposé, et toujours cette mention de « l'homme au manteau beige ». Les enquêteurs établirent que le carnet avait été écrit par un garçon disparu en 1995, dans un village près de Romans-sur-Isère. Sa famille, toujours sans réponse, fut contactée. Isabelle voulut être présente. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une douleur muette, que seuls les parents d'enfants disparus peuvent comprendre. Mais ce fut une découverte encore plus troublante qui changea définitivement le cours de l'affaire. En fouillant la cave de la maison, les forces de l'ordre tombèrent sur un vieux meuble verrouillé. À l'intérieur, soigneusement rangés, des cassettes VHS numérotées, sans étiquette. Leur contenu fut confié à une cellule psychologique avant d'être montré aux familles. Isabelle n'eut pas la force de les regarder, mais on lui confirma que sur l'une d'elles, Lucas apparaissait clairement. Filmé à son insu, dans ce qui ressemblait à la pièce trouvée à l'étage. Il dessinait, parlait doucement à voix basse. Il disait qu'il s'appelait Lucas Moreau. L'authenticité de la bande ne faisait aucun doute. C'était une preuve définitive. Lucas avait été retenu ici, pendant une période indéterminée. Pour Isabelle, l'enfer devenait tangible. Mais étrangement, cette confirmation lui apporta aussi une forme de paix. Tout ce qu'elle avait ressenti, tout ce qu'elle avait soupçonné, tous ses doutes et ses intuitions, étaient justes. Elle n'était pas folle. Elle n'était pas une mère incapable d'accepter la réalité. Elle était une mère lucide, persévérante, tenace. Une mère qui avait refusé l'oubli, qui avait refusé les réponses toutes faites.
Et maintenant, grâce à elle, d'autres familles avaient peut-être une chance de comprendre ce qui était arrivé à leurs enfants. Grâce à Lucas et à la force de son dernier message, le silence se brisait. Henri L. fut placé en garde à vue. Face aux preuves, il nia dans un premier temps, puis se mura dans un mutisme total. Il fut incarcéré dans l'attente de son procès. Mais pour Isabelle, une seule question demeurait. Que s'était-il réellement passé après l'enregistrement de cette cassette? Lucas était-il encore vivant quelque part? Ou le pire avait-il fini par l'emporter? Une dernière pièce manquait encore au puzzle. L'année suivante fut marquée par une série d'expertises, de convocations judiciaires et de témoignages bouleversants. Le procès d'Henri L. s'ouvrit au tribunal de Lyon en octobre, et très vite, il attira l'attention des médias nationaux. Dans la salle, Isabelle siégeait au premier rang, le cartable de Lucas posé à ses pieds. Pendant les audiences, elle entendit des choses qu'aucune mère ne devrait entendre. Des détails froids, précis, sur les méthodes, les habitudes, les manipulations. Henri L. n'avoua jamais, mais les éléments présentés par l'accusation suffisaient. Le carnet de Lucas, la cassette vidéo, les témoignages de famille, les objets retrouvés. Tout convergeait. À la fin du procès, il fut reconnu coupable d'enlèvement et de séquestration sur mineurs. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pour Isabelle, ce jugement ne réparait pas l'absence. Lucas n'était pas revenu, et aucune réponse claire n'avait été apportée sur son sort final. Alors, elle décida de transformer sa douleur en action. Elle fonda une association pour les familles d'enfants disparus, organisant des conférences, intervenant dans les écoles, sensibilisant sur les signes à surveiller. Elle parlait de Lucas, non pas comme une victime figée dans le passé, mais comme une voix qui avait su traverser les années, résister à l'oubli. Son histoire inspira d'autres parents à rouvrir des dossiers, à poser des questions qu'ils n'osaient plus formuler. Et peu à peu, l'histoire de Lucas devint un symbole national. Son visage apparaissait dans les campagnes de prévention, son nom dans les débats parlementaires sur les délais de prescription. Puis, un matin de printemps, 8 mois après la fin du procès, Isabelle reçut un appel inattendu. Une infirmière, dans un centre d'accueil psychiatrique en Belgique, avait reconnu le prénom Lucas, murmuré par un patient arrivé récemment. Le jeune homme, mutique, perdu, portait un collier fait main semblable à celui que Lucas portait enfant. Isabelle prit le train sans attendre. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, son cœur battait si fort qu'elle eut du mal à respirer. Dans une pièce blanche, assis près d'une fenêtre, un jeune homme au regard lointain tourna la tête. Leurs yeux se croisèrent. Et dans ce silence suspendu, une larme coula sur la joue d'Isabelle. Elle sut. Elle n'eut besoin d'aucun test, d'aucune analyse. C'était lui.